Salut les KT, j'espère que vous allez bien, j'espère que pour certains, la rentrée s'est bien passée sous cette chaleur parce qu'il fait un petit peu chaud en ce moment, mais on n'est pas là pour parler de ça, évidemment j'espère que tout va bien pour vous, on est là pour parler de la review, je vais vous faire la review plutôt de l'épisode numéro 4 sur le live action de One Piece. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Réponse maintenant. Pour commencer, on va parler du personnage de Zoro, toujours en vie, et c'est une surprise, non pas du tout, on le savait quand on voit dans l'épisode 3 qu'il a été assommé par une bouteille et jeté dans un puits, on se doute qu'à ce moment-là, il est toujours en vie, et en plus, ils ont jeté les sabres, les membres de Kuro ont jeté les sabres dans le puits, là où se trouve Zoro. D'ailleurs, les membres de l'équipage de Kuro vont dire qu'ils n'auraient pas dû jeter les sabres dans ce puits. Bah oui, c'est plutôt logique, tu redonnes les armes à ton adversaire, et tu n'as même pas pris le temps de vérifier s'il était mort. Ça, j'avoue, c'est très peu crédible pour garder Zoro en vie. Mais bon, il faut faire avancer l'histoire et il ne faut surtout pas tuer les personnages, c'est logique. Dans cet épisode, du coup, on assiste au retour de Zoro, son acte de bravoure, sa remontée en puissance pour qu'il puisse faire face à Kuro et ses membres, surtout ses membres. Pour moi, sa mise en avant, elle n'est pas aboutie par rapport au scénario de l'épisode. Je vous explique. Dans un premier temps, on nous met en avant Zoro par rapport à la promesse qu'il a faite autrefois au personnage de Kina. On apprend à ce moment-là, dans l'enfance de Zoro, que Zoro était inférieur en tant que sabreur à Kina. Plus tard, Kina va mourir dans un accident, d'ailleurs ça c'est plutôt louche, on ne sait pas réellement les circonstances de sa mort, je pense peut-être qu'il y a quelque chose derrière cela, mais peut-être qu'il n'y a rien aussi. Mais ce qui se passe en tout cas, c'est que Zoro avait fait la promesse avec Kina, et Kina avait fait la promesse à Zoro, mais vu qu'elle est morte, ça ne sert plus à rien. La promesse était tout simplement que l'un des deux devienne le meilleur sabreur. Zoro veut tenir cette promesse. Le parallèle est plutôt sympa, on en apprend un petit peu plus sur l'histoire de Zoro. Je trouve que l'acteur interprète très bien le personnage, l'acteur jeune ou encore l'acteur qui incarne le Zoro du présent. En soi, ça passe plutôt bien. C'est scénaristiquement qu'il y a un problème. Moi, je m'attendais à un moment donné dans cet épisode que Zoro s'oppose à Kuro. Là, tu l'as mis face à ses membres. Alors oui, sa mise en avant, son histoire est plutôt sympa. Ça aurait été intéressant de mettre un petit climax pour Zoro avec un adversaire à sa hauteur, même si c'était Luffy qui devait terminer le travail par rapport à Kuro. Là, laisser Zoro face au personnage secondaire de l'antagoniste de l'épisode, je trouve ça un petit peu dommage par rapport à sa mise en avant. Parlons aussi du personnage de Kuro qui a donc été développé sur ces deux épisodes, dans l'épisode 3 et donc dans l'épisode numéro 4. Je suis désolé, on a raté quelque chose avec ce personnage scénaristiquement. Oui, il inspire à la peur, il inspire à la crainte. Le personnage est plutôt calculateur-manipulateur. Ça, c'est ce qu'on croyait au début, parce que sur la suite de son développement, il passe à côté de tout. Il a la possibilité dans l'épisode 3 de choper Usopp au même moment où il a mis KO Zoro, et là dans cet épisode 4, il a au moins 60 opportunités de tuer Kaya ainsi que Nami, surtout qu'il ne veut pas les laisser en vie, il veut la mort de Kaya pour s'approprier ses biens, donc il n'a aucun intérêt à attendre quelque chose. Là, c'est purement scénaristique, une facilité scénaristique pour laisser Luffy et Zoro arriver à nouveau dans la maison de Kaya pour s'opposer à Kuro et ses membres. Là, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre scénaristiquement. Kuro, il peut tuer 40 fois les personnages. Mais bien sûr, on ne peut pas les tuer, on doit les laisser en vie, mais l'histoire doit continuer. Donc on doit trouver quelque chose scénaristiquement pour laisser Luffy arriver et sauver Usopp. Il y a même quelque chose de vraiment très chelou dans la mise en scène lorsque Luffy se retrouve face à Kuro. Quand Luffy fait face à son adversaire, Kuro le domine d'entrée. Il peut même le tuer puisqu'il fait une griffe au niveau du torse de Luffy. Donc à ce moment-là, il pouvait planter Luffy. Mais non, au lieu de ça, pendant 5 minutes, Kuro va courir à grande vitesse autour de Luffy pour laisser le temps à Luffy de trouver une solution afin de neutraliser Kuro en se basant sur ses faits et gestes. Ça, clairement, scénaristiquement, on aurait pu faire mieux pour mettre en avant la dangerosité de Kuro, mais surtout mettre en avant le fait que Luffy va battre Kuro. Et on aurait pu mettre encore plus en avant l'acte de bravoure d'Usopp avant l'arrivée de Luffy, lorsque Usopp protège Kaya ainsi que Nami. Là, oui, Usopp, on est dans la continuité de son développement, un baratineur qui va faire preuve de courage pour sauver son ami. C'était bien, mais ça aurait pu être beaucoup mieux, parce que le personnage de Kuro, tu sais clairement qu'il ne va pas les tuer. Il n'y a aucune intention de les tuer, puisqu'il a loupé les 70 occasions auparavant. Là, quand il s'en prend à Usopp,
tu sais que Luffy va intervenir. Donc pour le coup, ça enlève la dangerosité pour le personnage de Kuro, et ça retire de la bravoure pour le personnage de Usopp, et ça retire aussi de l'exploit pour Luffy lorsque celui-ci va battre son adversaire. Je vais aussi évoquer quelque chose qui me turlupine, qui est vraiment bizarre scénaristiquement, lorsque Luffy combat un adversaire et qu'il le bat. Ce serait bien de le neutraliser et d'être sûr qu'il ne va pas remettre les pieds sur l'île ou la ville en question. Par rapport au personnage de Baggy, quand Luffy l'avait battu, il a laissé Baggy dans la ville où Baggy terrorisait ses habitants. Au final, quand Luffy est parti, rien n'empêchait Baggy de refaire ses activités plutôt sombres à l'égard de la ville où il en avait une emprise. Là, pour le personnage de Kuro, on est quasiment sur la même situation avec un contexte différent. Luffy parvient à battre Kuro, il lui met un coup de boule qui le fait passer au travers de la fenêtre de la maison de Kaya, mais derrière, Luffy et son équipage prennent le Merry pour quitter l'île de Gecko. À ce moment-là, ils n'ont même pas vérifié que Kuro était bel et bien parti de cette île. Alors oui, on a une scène où Kuro est en train de prendre le large à bord d'un radeau, mais on n'a pas eu de scène où Luffy et Zoro étaient en train de rechercher leur adversaire pour être sûr qu'il a quitté l'île de Gecko et que Kaya soit en sécurité. Là, ils vont quitter l'île avec Usopp en laissant Kaya dessus. Du coup, la question, qu'est-ce qui empêche Kuro de s'en prendre à nouveau à Kaya, puisqu'elle n'a plus de protection auprès d'elle, plus personne pour la protéger. Au final, Kuro, il peut réussir son objectif. Mais évidemment, facilité scénaristique, on nous montre Kuro en train de quitter l'île de Gecko, tout comme pour le personnage de Baggy, on ne comprend pas pourquoi il ne cherche pas à reprendre ses activités après le départ de Luffy, après sa débâcle. Ça aussi, c'est vraiment facile en termes de scénario pour montrer que les antagonistes, ils changent d'objectif aussitôt sans rester concentrés sur les objectifs qu'ils avaient alors qu'ils pourraient les accomplir. Parlons aussi rapidement de l'intervention de la marine dirigée par Koby. Koby qui dirige les cadets puisque c'est devenu le chef et il a pour ordre de la part de Garp de choper Luffy qui est fugitif sur l'île de Gecko. Alors, il va se rendre dans la maison où se trouve Kaya, enfin devant la maison, et il est accueilli par Kuro. À ce moment-là, on voit que Koby ne croit pas un mot et qu'il doute des propos de Kuro. Il sent qu'il se passe quelque chose de bizarre, surtout que Koby est appuyé dans ses doutes par rapport au personnage d'Usopp qui se trouve à ses côtés. D'où le fait que dans l'épisode 3, il fallait laisser Usopp s'enfuir face à Kuro pour que la marine tombe sur lui. Une facilité scénaristique que j'avais déjà évoquée pour l'épisode numéro 3. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde comment Zoro et Luffy sont entrés dans la maison, juste en soulevant cette porte en fer, cette porte en ferraille, tu te dis pourquoi les mecs de la marine, même s'ils sont pas vraiment courageux et que Koby manque d'assurance, pourquoi ils n'ont pas essayé d'entrer dans la maison une fois que Kuro a tout fermé? Ça aussi c'est plutôt louche. Ou alors on aurait pu avoir une scène avec Koby en train de communiquer avec Garp par rapport à la situation. Là on n'a rien eu, on est passé directement de ce plan-là pour ce qui est de la marine au plan final de l'épisode, lorsque la marine est en train d'attaquer le Merry, le nouveau bateau de Luffy et de son équipage, le bateau donné par Kaya. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on ne va pas oublier par rapport à cette scène-là, qui va donc se poursuivre avec l'épisode numéro 5. Le Merry est censé être un bateau rapide, voire l'un des plus rapides. Souvenez-vous, au début de l'épisode 3, Usopp nous vend le Merry comme un bateau capable d'aller beaucoup plus vite que les autres. Alors, est-ce que à ce moment-là, c'était du baratin ou est-ce que c'était la vérité? Parce que si c'est la vérité, ça veut dire que le Merry doit échapper au bateau de la marine. Là, clairement, il va falloir nous expliquer comment vont faire Luffy, Nami, Zoro et Usopp pour échapper au bateau de Garp. En soi, cet épisode, il est plutôt bon. Je trouve juste dommage qu'on ait loupé le coche à plusieurs reprises. Pour la mise en avant de Zoro, en lien avec sa promesse avec le personnage de Kina, la mise en avant de Luffy face à Kuro, ou alors l'acte de bravoure d'Usopp pour sauver Kaya des mains de Kuro. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais dans cet épisode, on est plutôt sur quelque chose de complet. On a de l'action, on a même une atmosphère sombre qui rend hyper bien par rapport au décor, là où se fondent les personnages. Ça, c'était plutôt bien fait, notamment lorsque Kuro est en train de jouer un petit peu avec ses proies, tel un chat avec ses souris. D'ailleurs, il le mentionne dans l'épisode. On a aussi de la romance entre Kaya et Usopp. D'ailleurs, ces deux personnages vont s'embrasser avant que Usopp rejoigne l'équipage de Luffy. On voit également les effets de Garp sur le personnage de Koby. On voit vraiment un Koby qui commence à s'opposer de plus en plus à son ancien ami Luffy,
puisque c'est un pirate. On voit Kobe qui commence à vraiment s'imprégner des valeurs de la marine. Donc ça, c'est plutôt bien montré, c'est de façon subtile. Petite mention également, j'en avais parlé dans des reviews précédentes, je trouve qu'encore une fois, les acteurs sont extrêmement bien choisis. Ils se donnent à fond pour respecter les personnages de l'anime. Notamment la scène quand Luffy et son équipage sont sur leur bateau, t'as l'impression qu'avec leur mimique, on voit les personnages de l'anime. Tu sens que les acteurs, ils donnent leur tripes et leur cœur pour rendre vivante chaque scène, avec aussi le fait de se tenir aux personnages de l'anime. Respecter l'œuvre d'Eiichiro Oda. Ça, c'est le plus important. Et tu sens qu'ils le font, et ils le font bien. Sur ce, il est temps de s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de l'épisode numéro 4, ou encore par rapport à ce que j'ai pu dire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.